la journée mondiale du conte. Mon nom est Bernard Paquette. Je suis le président du Cercle des compteurs et compteuses de l'Ontario de l'Est. Je suis aussi le président du conseil d'administration de PVC 22, que mon équipe a eu des volontaires pour venir aujourd'hui, je suis très content. Je remercie aussi, on a 1, 2, 3, 4, 5 compteurs, on a un chanteur, puis un chanteur, puis un grivoise. Fait que, encore une fois, bienvenue. Merci d'être venu en grand nombre, ça nous fait toujours plaisir. Puis nous autres, le but du Cercle des compteurs, c'est faire la promotion de l'art oral. Fait qu'on se promène un peu partout dans l'Est de l'Ontario. On ne charge rien. Des fois, on passe le chapeau pour nous aider. On offre le café et les sucreries pour rire. Mais on fait ça surtout pour la promotion de la langue française et de l'art oral. Ça fait que on va commencer avec une chanson avec mon ami, mon petit, T'es mon papa? Ah, on est tous parents. Vas-y, Maurice. Vous savez quelle journée que c'est aujourd'hui, hein? Là, je parle pas de la journée du compte. C'est la dernière journée de l'hiver. Ah oui! Attendez, ça commence. Elle commence. Mais aussi l'activité dans les fermes commence aussi. Alors, cette chanson, elle donne très bien à ce début du printemps. Ça s'appelle « Mon printemps » de Félix Leclerc. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours comme sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le chapelain fané. Comme un vieux rameau oublié sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Les cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée, mais dans mon cœur je m'en vais composer des mots bretants pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois les fleurs ont commencé dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté.
Merci Maurice, j'espère que quand tu parlais du crapaud, tu ne parlais pas de moi. OK, ça sera une autre histoire. J'ai fait 2 petites omissions au début. J'aimerais remercier Louis Racine de son invitation à sa salle Le Paradis. Et nous autres, vu qu'on n'a pas de budget, tout ça, on cherche toujours un coin où aller. Quand il nous a dit « Viens donc chez nous », c'est cool. Ça faisait notre affaire. Puis je me suis fait dire qu'on était sur des territoires autochtones. Alors, je remercie les gens de la Première Nation de nous accepter sur votre territoire pour notre spectacle. On va essayer de faire un bon show. Un couche. Un couche. OK. Fait que notre première conteuse, ça fait très plaisir de vous présenter Lorraine Janson. Elle a 2 petits contes. Un qui s'appelle La magie des petits pains de sucre d'érable et Viré au vert. Fait que, sans plus tarder, Lorraine. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous voir. Je vais faire une petite annonce. Je suis aussi vice-présidente du Centre franco-ontarien du folklore, c'est provincial. Ils ont pour mission de protéger le matériel franco-ontarien immatériel, dont les contes. Donc, gênez-vous pas d'aller sur leur site, le Centre franco-ontarien du folklore, et devenez membre et impliquez-vous encore plus. Merci beaucoup. Pardon? Plus près du micro? Oui, d'accord. moins. Voilà. La magie des petits pains de sucre d'érable. Un monsieur grand-papa qui s'appelle Monsieur Jolicoeur possède une terre ancestrale. 5 générations avant lui ont passé là. Imaginez. Et il a toujours gardé sur sa terre un petit coin pour son érablière. Et il a gardé la vieille maison pour faire son sucre d'érable. Il était très populaire parce qu'il se distinguait en étant sculpteur. Il faisait les petits pains de sucre d'érable et il était de tradition que les gens de la région choisissaient le dessin qu'ils voulaient avoir sur le petit pain de sucre d'érable. Ça leur apportait chance, ça leur aidait à réaliser un projet. Un jour, et il commence très tôt à l'automne, alors qu'il fait faire couper son bois de chauffage, il fait toujours mettre de côté un arbre. Un arbre spécifiquement pour sa sculpture qu'il fait livrer tout près de son atelier. Un tout petit atelier, toujours dans l'érablière. Les gens, 10 à 15 personnes par jour, faisaient la queue leu-leu dès l'automne, jusqu'au printemps, jusqu'à la coulée des sucres. Imaginez. Il était populaire, les gens ont dit, tu pourrais devenir riche, riche, riche. Coupe plus d'arbres. Oh non. Lui, il est sage. Il dit, non, les arbres prennent beaucoup plus de temps à maturer que le nombre d'humains qui veulent se sucrer le bec. J'irai à mon rythme, je plante 3 arbres à chaque fois que j'en coupe un pour qu'il y ait la régénération. Mais voilà. Donc, c'est ainsi que les gens font la queue leu-leu à l'atelier. Parce que le sculpteur en recevait qu'un seul à la fois. Personne ne rechignait parce que personne ne voulait partager son projet au sculpteur. Il voulait avoir l'identification sur son pain de sucre que c'est bien le sien et pas celui des autres. Et c'est ainsi que lorsqu'un client rentrait ou une cliente, on voyait le sculpteur sortir de sa poche son calepin, son crayon, puis il griffonnait, puis il écoutait, posait des questions, puis il griffonnait. Plus il griffonnait, plus le client était content. Il disait, ah, ça veut dire qu'il a besoin d'un peu plus de détails, mon projet il a l'air d'avoir de l'allure. Et puis il continuait. Puis lorsqu'il arrêtait, le client il savait qu'il était satisfait, le sculpteur, qu'il pouvait quitter, qu'il recevrait sa commande, la quantité demandée. À chaque fois qu'il ouvrait la porte de son petit atelier, il voyait bien entendu la filée de gens qui l'attendaient, mais aussi derrière un grand pain au bout là-bas, se cachait un petit garçon qui s'étirait la tête. Il avait à peu près 7-8 ans. Puis il s'étirait.
attendait, jusqu'au dernier. Lorsque le dernier s'est présenté, a quitté les lieux, mais là, le sculpteur a dit, « Hé, jeune homme, approche, viens dans mon atelier, je t'invite. » Alors, voilà, le petit garçon est arrivé. Puis il dit, « Est-ce que je peux connaître ton nom? » Ah, il dit, « Je m'appelle Michel, mais j'ai aussi une sœur qui s'appelle Micheline, c'est ma jumelle. » Ah bon, enchanté Michel. Viens, regarde tous les dessins que j'ai ici, tous les panneaux de bois sur lesquels il y a des sculptures en bois. Choisis-en un, ton rêve va se réaliser. Oh, l'enfant se mit à regarder le côté de ce mur-là. Il pensait qu'il était dans la caverne d'Ali Baba. Et ce coin-là, c'était tous des dessins de jouets d'enfants qui espéraient avoir soit à l'été, soit à l'hiver, les vélos, les planches à roulettes, les patins, les skis alpins, les skis de fond, les raquettes. Et il y avait l'autre côté, même des cellulaires, il y avait même des ordinateurs. Là, il s'éloignait, puis tout pour la ferme. Les instruments agricoles, un tracteur, une moissonneuse, une grange, un silo. Il continue, puis il voit tous les animaux de la ferme. Les animaux avec des ailes, les canards, les oies, et ainsi de suite. Puis les bovins, les moutons, les petits cochons, les agneaux, les chevaux. Il continue, puis non, c'est pas ça qu'il cherche. Puis là, c'est tout au niveau domestique, la maison. Il y avait des maisons de dessinées à 1 étage, 2 étages. Il y avait même un berceau. Il y avait 2 personnes avec un cœur dans le milieu. Moi, non. Et là, M. Jolicoeur, il dit, coudonc, il n'y a rien qui te plaît dans tous mes dessins de toute ma carrière. Non. Mais il dit, prends une chaise et viens t'asseoir avec moi. Assoyons-nous. Il ressort son café et il dit, raconte-moi. Il faut que je sache si tu veux que je t'illustre quelque chose qui correspond à tes besoins. Et c'est ce qu'il a fait. Ça m'a pris une demi-heure à jaser. Puis là, le garçon a dit, écoute, avant de partir, jeune homme, Michel, tu vas demander à ton papa s'il peut venir à l'aurore du jour de Pâques. Parce que c'est pour le dimanche de Pâques que tu veux ton petit pain de sucre d'érable. Oui. Alors il dit, le petit garçon a dit, Monsieur Jolicoeur, mon père va passer vous voir, je suis certain qu'il va accepter. Il dit, toi, tu reviens à la fin des classes demain. Je vais te montrer le croquis que j'aurai trouvé pour répondre à ton projet. Et c'est ainsi que le petit garçon quitte les lieux. Et là, le monsieur Jolicoeur, avant de refermer la porte, il retourne un écriteau. C'est écrit « Ne pas déranger, atelier en effervescence ». Et là, il sort ses papiers, ses crayons, puis il s'installe, puis il se met à dessiner. Dessine ici. Ah non, c'est pas ça. Puis il jette à terre, puis il travaille, puis ça n'arrivait pas. Minuit. Ça frappe à la porte. Mon mari, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends, ta soupe a refroidi, ça fait longtemps. Viens te coucher. Oh, il dit, ma belle, il dit, je regrette, j'ai le défi de ma vie. Je n'arrive pas à trouver la solution pour le projet de Michel. Puis c'était confidentiel. Mais je pense qu'il accepterait que je te le partage. Et c'est ainsi que jasé avec Madame la Jolicoeur. Et bien, plus il élaborait, plus Madame Jolicoeur faisait « Oh! Non! Ah oui! Ah ben moi, j'en ai la solution. C'est une affaire de femme. » Et elle lui chuchote. Monsieur Jolicoeur, c'est une excellente idée. Je commence demain matin à dessiner. Je serai prêt pour le petit garçon. Et c'est ainsi. Le lendemain, Michel arrive. Il lui présente son dessin. Et il a aperçu qu'il n'avait pas besoin de parler. Il voyait les yeux et le visage, le grand sourire. Tout souriait dans son visage. Alors, M. Jolicoeur, il dit, c'est satisfaisant. Il dit, tu vois le symbole de ça, là? Puis il explique tout. Puis il dit, j'ai trahi ton secret parce qu'il a fallu que j'en parle à ma femme. Parce qu'il dit, voyais-tu, j'ai dit, j'étais à court d'idées, mais elle l'a trouvé ici. Il dit, c'est d'accord. Il sort sa monnaie, puis elle dépose sur le comptoir. Puis il dit, ça c'est pour payer mon petit pain de sucre.
Mais il dit, est-ce que c'est seul à avoir participé à ça? Il dit, non, ma soeur Micheline va participer à ça. Et tes parents? Ben, il dit, c'est mes parents qui nous donnent l'argent de poche, pas pour leur demander de payer 2 fois. Il faut que c'est quelque chose pour la famille. Ah, ben, t'as raison, t'as raison. Mais il dit, ton père est passé, il dit, prends la moitié. Tiens. Parce qu'il dit, vu que ton père vient m'aider le matin de Pâques, avant la levée du jour, il dit, ça sera correct. C'est ainsi que le matin de Pâques arrive. Et la table fut mise avec Micheline et la maman, plutôt triste. Et papa et Michel arrivent avec le cadeau, une boîte en bois qui s'ouvre de tous les côtés. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Un beau pain de sucre. Mais sur le dessus, 2 fleurs. Les enfants s'approchent et disent, maman, c'est nous les fleurs, c'est des camélias. Tu vois, les camélias sont réputés pour être bons pour la santé. Puis nous, là, on t'aime tellement là, que c'est nous les camélias. On est là avec toi. Oh, elle était tout émue. Oh, et là, son mari, il dit, écoute, j'ai aussi préparé, ces pains-là ont été préparés avec de l'eau de Pâques. Parce que nos ancêtres nous disent qu'une petite gorgée par jour, tout le long de l'année, on garde la famille en santé avec l'eau de Pâques. Puis, le sirop d'érable, bien ma chérie, c'est reconnu que ça l'aide à ralentir le développement des cellules cancéreuses. Tu n'as plus rien à craindre, on a une réserve pour 1 année, puis on est toutes là avec toi. Elle s'est mise à sourire et à prendre ses enfants et son mari dans ses bras et tout était merveilleux pour elle. Puis ça lui donnait de la force. Michel, tellement heureux, part à la course pour aller dire merci à M. Jolicoeur que la magie s'opérait, la magie de ces petits pains de sucre d'érable. L'espoir était revenu parce que sa maman souriait. Mais lorsqu'il est arrivé à l'atelier, c'était écrit à la prochaine, de retour l'automne, à l'automne prochain. Voilà. C'est ainsi qu'on sait et qu'on connaît l'importance de la magie des petits pains de sucre d'érable. Parce que la maman de Michel et de Micheline prenait sa tartine à chaque matin, rajoutait sur sa rôtie un petit peu de sucre d'érable et sortit dans son jardin et faisait quelques pas de plus chaque jour. Et à l'été, elle était entourée de magnifiques jardins tout fleuris, dont les fleurs, beaucoup de jaune qui égalait beaucoup de soleil, comme les camélias qu'elle avait fouillés dans une revue pour savoir quelle couleur pouvaient être les camélias. Et voilà la fin. Merci. Il y a un autre conte, celui-ci. Je dis bonjour en même temps à ma petite fille qui vient de faire la surprise de venir me voir. Elle est juste là. Elle s'appelle Héloïse Petit. Alors, je suis très heureuse de l'avoir avec moi, avec son papa qui est au fond de la salle. Je vais vous raconter une belle histoire. Ça s'appelle Virer au vert. Ça se passe dans la forêt boréale. Et dans la forêt boréale, il y a une clairière. Et cette clairière-là était inconnue de tout et chacun parmi les animaux de la forêt. Tout à coup, les parfums de cette clairière-là ont attiré 2 renards affamés qui découvrent la clairière et disent « Wow, c'est beau ici! Qu'est-ce que t'en penses, petit frère? Hein, Jules? Oh, il dit Jean, c'est vraiment beau. » Jules et Jean aimaient les lieux. Mais Jules, perspicace, aperçoit dans le milieu de la clairière un monticule de sable et sur le monticule, 5 hiboux. Ce sont les hiboux de l'Arctique, les enfants des neiges. Papa, maman et 3 oisillons qui se cachent un petit peu sous les ailes de maman. Ah, ils disent, on est affamés. Si on traverse ce champ fleuri de hautes herbes,
on va pouvoir, toi, va à gauche, moi, je vais aller à droite, puis on va les attraper. Puis on va les manger. Mais c'est tellement beau ici qu'on déménagera notre petite famille. On en fera une tanière ici. On va prendre possession des lieux. Alors, les renards, avec les crocs, la langue sortie, bavant d'envie d'aller les dévorer, s'en vont tranquillement et disparaissent sous les autres herbes, lui à gauche, l'autre à droite. Et tout à coup, on entendit et les animaux, les deux renards sont sortis en pleine vitesse, sont allés se rouler dans le banc de sable de l'où ils venaient, puis ils sont allés se cacher sous le gros chêne centenaire. Et là, ils se sont mis à lécher leurs blessures piquées par les bourdons, puis par les insectes de tout genre. Ça n'a pas de bon sens. Puis tout d'un coup, puis ils léchaient. Mais notre toison rousse, on est des renards roux, on a viré au vert. Comment ça se fait? Oh! Ils étaient malheureux et honteux d'avoir perdu leur identité aussi. On virait au vert. Entre-temps, un couple de coyotes arrive. Les coyotes sont blonds, sablés, grisonnés un petit peu. Ils se glissent, eux autres aussi. Même intention. Ah, c'est beau ici. Oh, on va aller les dévorer, on est affamés. Ils se glissent dans les autres herbes à leur tour. Et qu'est-ce qu'on entend? Et ils doivent se sauver, aller se rouler dans le sable pour se défaire de tous les insectes qui sont sur leur pelage. Et ils ont eu le réflexe, eux autres aussi, de se cacher sous le chêne et de se lécher. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Leur pelage a viré au vert. Ah! Ils étaient aussi malheureux que les renards roux venus verts. Et ce fut la même histoire pour l'ours noir. Les ours noirs sont arrivés et ont eu la même intention de s'approprier la clairière, d'aller dévorer ces enfants des neiges-là et de contrôler la place. Eux aussi ont été attaqués, eux aussi se sont sauvés, puis roulés dans le sable et cachés sous l'immense chêne centenaire. Mais ils étaient tous verts maintenant, tellement que ça a fait un monticule vert que personne ne se rendait compte qu'ils étaient là. Entre-temps, d'autres animaux de la forêt se sont présentés. On peut les connaître, les animaux de la forêt. Il y a eu les loups. Ah là, c'est une meute de loups qui est arrivée. La meute de loups, petit trou, regarde le tout, on voit les arfans traversent le grand champ fleuri aux autres herbes, se rendent au hibou, ça rit, ça festoie, puis après ils repartent. Ah! Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils n'ont pas été attaqués par les insectes. Et ainsi de suite. Il y a eu un défilé d'animaux, les marmottes, on peut en nommer, des castors, un carcajou, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme animaux? Des lièvres, des perdrix. Tous les animaux de la forêt boréale sont passés et ne se sont pas fait attaquer, sauf eux. Il arrivait un autre groupe. Les cousins du renard roux devenu vert. Eux autres, c'est des renards bleus argentés. Ils arrivent, puis le cousin a voulu aller lui parler, mais réalisé qu'il était viré vert, il n'a pas osé. Il l'a laissé aller, puis il s'est rendu, puis lui aussi, c'est assez bien passé, puis il est revenu. Puis il a dit, « Cousin, cousin! » Il dit, « Ah, toi, cousin, j'ai pas de cousin en vert. » Il dit, « Non, il dit, j'ai un renard roux, puis il explique ce qui lui est arrivé. » Puis il dit, on ne comprend pas pourquoi qu'on est viré en vert. Mais il dit, toi, tu as pu te rendre, vous avez ri, vous avez festoyé. Quel est le secret? Ben, il dit, cousin, roux. Il dit, renard roux, là. Il dit, as-tu une famille? Il dit, oui, j'ai une famille. Puis il dit, eux autres aussi, là, les coyotes, puis l'ours. Il dit, oui, on a tous une famille. Vous avez votre tanière? Oui. Où se trouve-t-elle, votre tanière? Un dit au sud-est, l'autre au sud-ouest, l'autre un petit peu au nord-ouest. Ah, bon. Alors, je comprends. Puis il repart au petit trot avec sa famille. Mais il dit, hey, mais pourquoi tu ne nous as pas dit le secret? Ben, il dit, c'est compréhensible ce que vous faites. Vous êtes simplement vert d'envie. Alors, le renard, surtout Jean l'aîné, il dit, vert d'envie, c'est pas nous. Ben, l'ours se lève. Il dit,
pense qu'il n'y a pas tort, ton cousin, là. Est-ce que tu avais l'intention d'aller dévorer les enfants des neiges? Il dit oui, puis il dit de toute façon, ça n'aurait pas été grave, il aurait fallu qu'ils vivent dans l'Arctique, eux autres, c'est leur place, là. Ouais, mais il dit, après, il dit, t'aurais pris l'espace pour en faire une tanière, puis que ça soit ton territoire? Il dit oui. Bon, ben il dit, ça, il dit, si t'avais envie de leur territoire. Mais il dit, l'autre, là, à côté, les coyotes, est-ce que c'était la même chose pour vous? Et on dit, oui, on aurait fait ça. Mais il dit, supposons que les renards auraient pris place, puis que vous seriez arrivés, puis vous auriez découvert ça, vous auriez fait la guerre aux renards? Il dit, oui. Puis il dit, moi, l'ours, là, il dit, quand je vous aurais vu, là, coyote, avoir pris la place du renard, il dit, je vous aurais aussi fait la guerre. Puis il dit, vous avez vu la variété d'animaux? On aurait vécu en guerre des années et des siècles pour cet endroit-là. Mais il dit, ta tanière est toujours à toi, tu as de l'abondance de nourriture. Il dit, oui. Bon, mais il dit, pourquoi on ne les laisse pas vivre, eux? Puis moi, il dit, ils ont eu beaucoup de plaisir. J'aimerais ça, aller les retrouver puis célébrer avec eux. Alors, le renard, je lui avais dit, le renard bleu, il se souvenait d'avoir dit, l'année prochaine, on va revenir. Ah! Donc, ils ont décidé d'aller, le renard vert, les coyotes, puis les autres ont décidé de repartir chez eux. Ils se sont dit, peut-être que si on change d'attitude, que c'est notre envie qui fait qu'on devient vert. Donc, on est aussi bien d'avoir une autre attitude, d'aller prendre soin de notre famille puis d'être content de ce qu'on a. C'est ce qui s'est passé. Puis là, la clairière se referme. Puis les gens ne la retrouvent pas. Jusqu'au printemps suivant, à l'été. Là, attirés par les parfums, tous les animaux de la forêt se sont rendus, sont allés célébrer. Et cette fois-ci, les 3 oisillons étaient des beaux gros enfants des neiges, avaient une belle famille. Et ce fut la fête pour tout le monde, incluant les renards roux qui sont redevenus roux, les coyotes qui sont redevenus blonds sable, et les ours noirs aussi. Merci. Merci, Lorraine. En passant, quelque part dans le spectacle, ça se peut que s'il y a un volontaire pour compter, on aime toujours ça, quelqu'un qui vient à froid performer. Anyway, notre prochain conteur, je suis très content de vous présenter Marc Delanoye. Marc, il revient de l'Europe. Il venait juste d'arriver. Quand j'ai vu son courriel, il dit « Hey, ça serait une bonne idée si je viendrais faire un tour. » Je dis « Oui, ça serait une bonne idée, je t'appelle de compteur. » Fait que Marc va nous présenter son conte, le conte du Cric-Crac. C'est ça. Merci. Bienvenue au Canada, on arrive juste au printemps. Oui, le conte du Cric-Crac. Alors, c'est qui le Cric-Crac? Ben, de fait, c'est moi-même, parce que c'est mon nom de scène quand je raconte devant les enfants. Alors, Marc Delanoye, alias Marc Cric-Crac. Et Marc Cric-Crac qui ouvre son livre, c'est un livre de contes. Il y a un conte, c'est ce conte que je vous livre, un conte que je vous raconte. Les 7 paires de souliers de fer et les 3 bâtons de bois. Alors, il est bon de vous dire ce beau conte. C'était par un hiver froid, mais très froid. Et 3 sœurs qui allaient souvent se trouver du bois de chauffage. Elles étaient pauvres, mais pauvres comme du sel. Et elles durent aller proche de la montagne, non loin du village. Et elles n'avaient pas de choix puisqu'il n'y avait pas d'autre bois de chauffage ailleurs. C'était le mont Enclume. Mont Enclume parce que ça avait la forme d'une enclume. Alors, pareil comme le forgeron qui frappe son fer avec son marteau sur le plat de l'enclume, ben alors ce mont était plat au sommet et non pas pointu. Et voilà qu'elles se sont retrouvées bien souvent là pour chercher du bois de chauffage.
Tous les autres habitants du village évitaient cette montagne, l'évitaient. Le temps passé, c'était proche du printemps, justement. Et, à ce moment-là, il y a une des filles, la plus jeune, elle s'appelait Catherine, elle s'est mise à entendre une voix. Elle était bien surprise de savoir que ses sœurs ne l'entendaient pas, cette voix. C'était une voix qui lui disait toujours « Catherine, monte plus haut. » Maintenant, un bon jour, c'était comme cela au tout début du printemps. Il y avait de la neige, il faisait encore un peu froid. Et après avoir fait la petite collecte de branches pour le chauffage, Catherine qui dit à ses sœurs « Mes sœurs, montons plus haut. » Mais ses sœurs ne voulurent pas. Alors Catherine les embrassa, leur dit au revoir. Elle était bien décidée de monter ce mont Enclume. Alors elle monte, elle montait, elle montait, elle montait, elle montait, et toujours la voix qui lui disait « Catherine, monte plus haut. Catherine, monte plus haut. » Et en plein midi, elle arriva au sommet de ce mont Enclume. Et là, elle a vu un château tout en ruine, et dans les ruines de ce château, il y avait un jardin. Et dans le jardin, un jardinier qui jardinait. Et en la voyant, le jardinier qui dit « Ah, Catherine, te voilà. » Elle a bien reconnu, c'était lui, c'était la voix du jardinier qu'elle avait entendue tout ce temps-là. « Catherine, te voilà. » Et alors, il l'amène un peu plus loin, dans le château en ruine, et là, il y avait une grande salle. Et dans cette grande salle, il y avait un trône, et sur le trône, il y avait un jeune homme qui portait couronne. Et tout autour de lui, il y avait des chevaliers et des dames, mais tous étaient figés en statues de pierre. C'était comme si, au plein milieu d'un bal, on avait figé à ce moment-là. Tous étaient des statues de pierre. Et c'est le jardinier qui dit à Catherine, « Écoute bien, ce jeune homme sur le trône, c'est le fils du roi. Toi, tu vas pouvoir délivrer tous ces gens, les désenchanter. Acceptes-tu cette mission? » Et Catherine, qui n'hésite pas à lâcher de la tête, elle dit oui. Alors, je vais te donner un sac. Ouvre ce sac. Sache bien que si tu acceptes cette mission et que tu désenchantes tout ce château, alors tous les chevaliers, les dames, ainsi que le fils du roi, ils reviendront à la vie et tu pourras vivre ici et tu pourras même épouser le fils du roi. Alors elle ouvre le sac et tout au fond du sac, il y avait 7 paires de souliers. Mais c'était des souliers de fer. Et chacune de ces paires était lourde comme des masses. Et elle avait également, donc maintenant, 3 bâtons de bois. Et c'est le jardinier qui lui explique, « Tu vas devoir user tes 7 paires de souliers de fer et tes 3 bâtons de bois en voyageant par le monde, en allant de village en village, où ce que tu voudras. Et c'est seulement lorsque tu auras complètement usé les souliers et les bâtons que tu pourras revenir ici et redonner vie. » Et alors, sur ce, elle partit. Imaginez des souliers de fer. Elle marcha longtemps, très longtemps. Elle avait le sac avec les autres paires de souliers de fer, elle avait les 3 bâtons de bois, et elle marcha longtemps. Et au bout d'un certain temps, voilà qu'elle arriva au fin fond d'une forêt dans une cabane. Je ne sais pas si le conte dit si c'était proche de Saint-Isidore ou de Castleman, mais en tout cas, c'était une cabane. Et voilà qu'elle frappe à la porte. Et toc, toc, toc. Qui est là? Je suis une pauvre petite fille qui cherche un abri pour la nuit. Ah oui, c'est ça, le soleil se couchait. Et c'était un homme barbu qui répond en ouvrant la porte en disant oui, entrez, ma pauvre petite fille. Où vas-tu comme ça?
Je voyage de par le monde pour user mes 7 paires de souliers de fer et mes 3 bâtons de bois. Et elle lui explique toute son histoire. Elle raconte tout ça, cette histoire que vous connaissez maintenant. Et alors, il lui donne donc cette place pour la nuit, et au petit matin, il lui donne à manger, tout en disant « Voici une poire magique. Cette poire va jouer une musique merveilleuse. Si tu lui dis « Poire, poire, ne m'oublie pas ». Et alors, tu vas voir en vision, tu vas voir le mont Enclume avec, dans les ruines du château, le prince assis sur le trône, le fils du roi, en statue de pierre. Alors, elle prit la poire, elle continua son chemin en remerciant le vieillard. Et si jamais, elle se décourageait, alors elle prenait la poire en disant « Poire, poire, ne m'oublie pas ». Et alors, elle voyait en vision le mont Enclume et le fils du roi en statue. Elle continua son chemin, et au bout d'un certain temps, elle arriva dans une vieille hutte dans les plaines manitobaines. Et là, juste comme le soleil se couchait, elle frappa à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Je suis une pauvre petite fille qui cherche un abri pour la nuit, et c'est le vieillard avec une barbe blanche qui lui ouvre la porte en disant « Entre, ma pauvre petite fille, mon frère m'a parlé de toi. Où vas-tu comme ça? » « Ah, je dois user mes 7 paires de souliers de fer et mes 3 bâtons de bois en voyageant de par le monde. » Et elle lui raconta donc toute cette histoire. Et elle a pu dormir là la nuit. Au petit matin, il lui a donné à manger. Et il a dit « Voici une noix magique. La noix va te jouer une musique merveilleuse, mais tu dois lui dire « Noix, noix, ne m'oublie pas. » Et alors apparaîtra en vision un grand moulin. Et le moulin va se mettre à tourner et à moudre le grain, tout ce que tu voudras. Elle remercia le vieillard. Il continua son chemin. Et si jamais, justement, elle avait faim, alors elle prenait la noix et elle l'écoutait chanter. Et alors elle voyait donc le moulin qui se mettait à tourner et à moudre le grain. Et elle avait la farine, elle pouvait se faire du pain. Elle continua en marchant avec ses souliers de fer, ses bâtons de bois. Finalement, elle arriva aux montagnes rocheuses et dans un creux, là, elle trouva une autre hutte. Elle frappa à la porte, le soleil se couchait. Toc, 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 qui est là? Je suis une pauvre petite fille qui cherche un abri pour la nuit. Et c'était un autre vieillard avec une longue barbe blanche. Entre, pauvre petite fille, mes frères m'ont parlé de toi. Où vas-tu comme ça? Je voyage de par le monde pour user mes 7 paires de souliers de fer et mes 3 bâtons de bois. Et elle lui raconte toute cette histoire. Vous la connaissez maintenant. Et ensuite, après avoir dormi là, au petit matin, il lui offre un raisin magique. Un raisin. En disant, le raisin va te jouer une musique merveilleuse. Si tu lui dis, raisin, raisin, ne m'oublie pas. Et alors le raisin va faire chanter et danser les malades et les morts. Elle remercia le vieillard et continua son chemin. Et pas longtemps après, à vrai dire, pas longtemps, voilà qu'elle arriva dans un royaume dirigé par un grand roi. Et là, tous les gens étaient bien, bien malheureux parce qu'il y avait eu de la maladie, il y avait eu de la mort. Et elle voyait justement une procession. Et c'était un cercueil qu'on amenait comme ça au cimetière. Et alors, elle a pris son raisin et elle a dit, raisin, raisin, ne m'oublie pas. Et le raisin a joué une musique merveilleuse et celui qui était dans le cercueil, là, un homme, il a bondi hors du cercueil, il s'est mis à parler, à danser, à la surprise générale. Et ensuite, ce mort, qui était maintenant bien en vie, embrassa sa famille et retourna chez lui bien vivant. On entoura Kateri et on l'amena au roi. Et le roi, en écoutant tout ce que ce raisin avait fait, m'a dit à Kateri, combien d'or et d'argent pour votre raisin? Elle m'a dit,
je ne veux ni or, ni argent. Alors, je vous offre ma ville et mon château. Je ne veux ni ville ni château. Mais le roi insista et finalement, elle sortit donc sa noix en disant, noix, noix, ne m'oublie pas. Et alors, un grand moulin qui est apparu en vision pour moudre, moudre, moudre le grain, tout ce que tu voudras. Et en voyant ce moulin et cette farine, il dit, mais combien d'or et d'argent pour cette noix? Je ne veux ni or ni argent, mais je vous offre ma ville et mon château. Je ne veux ni ville ni château. Je vous offre mon armée et mon royaume. Je ne veux ni armée ni royaume. Et finalement, elle sortit sa poire en disant, poire, poire, ne m'oublie pas. Et alors, la poire qui fait de la musique merveilleuse en montrant donc en vision le mont Enclume avec le château en ruine, avec la statue de pierre qui était le fils du roi. Et le roi, en voyant son fils, son propre fils qu'il croyait perdu à jamais dans une autre aventure, voilà qu'il dit, combien d'or et d'argent pour votre poire? Je ne veux ni or ni argent. Mais je vous offre ma ville et mon château. Je ne veux ni ville ni château. Je vous offre mon armée, mon royaume. Je ne veux ni armée ni royaume. Je vous offre mon souffle et ma vie. Je ne veux ni souffle ni vie. Mais écoutez, roi, si vous voulez avoir votre fils, vous allez devoir aller à l'est du pays, au mont Enclume. Mais écoutez-moi bien, vous allez devoir m'attendre là, bien patiemment, avec grande patience, au pied du mont Enclume. Et là, si vous ne m'écoutez pas, votre fils, vous ne l'aurez pas. Et alors le roi, il attelle son carrosse, ses chevaux, tout ça, là, il part maintenant, il va au mont Enclume, ça lui prend 7 jours, et il attend là patiemment avec quelques soldats. Et c'est Cathérie, elle, qui marche aussi, vite qu'elle pouvait, en autant que c'est possible, avec des souliers de fer. Et voilà qu'elle se retrouva, bien longtemps après, au pied du mont Enclume. Et c'était à peu près à ce temps-là que, oui, les souliers de fer étaient maintenant complètement usés. Oui, les 3 bâtons étaient maintenant complètement usés. Et elle arriva au pied du mont Enclume, et le roi qui attendait bien patiemment. Et elle lui dit, attendez encore un petit peu. Et elle montant le mont Enclume, et en plein midi, elle arrive au sommet. Elle laisse là maintenant les souliers, les bâtons, et aussitôt, c'est les arbres, c'est les oiseaux, c'est les animaux qui se mettent à parler et à danser. Et alors, elle se retrouve au château, et le château est tout reconstruit, tout beau. Et elle rentre et elle voit le jardin. C'est le jardinier qui l'attend en disant « Cathérie, te revoilà ». Et il l'amène dans la grande salle. Il y a encore les statues de pierre. Mais il lui donne un beau bol blanc. Et dans le bol, une eau. Et il lui donne également une branche à feuilles. Et il dit, vous allez asperger les statues avec la branche à feuilles, avec l'eau. Et vous allez dire, par cette eau, je vous redonne vie. Et la dernière statue sera celle du fils du roi. Et alors elle fait ce que lui avait demandé le jardinier, un beau bol blanc avec de l'eau. Et c'est avec la branche à feuilles, elle asperge toutes les statues. Par cette eau, je vous redonne vie. Et finalement, elle fait sur le statut du fils du roi. Et ils reviennent à la vie. C'était la fête. Et à ce moment-là, elle retourne chercher le roi qui revient, maintenant qui monte finalement le mont Enclume. Et bientôt, il embrasse son fils en disant, cette fille a voyagé par le monde pour vous sauver, pour te sauver, mon cher fils. Sûrement, elle pourra devenir ta compagne. Et le fils du roi ne demandait pas mieux, puisqu'elle était tellement belle et tellement bonne.
Et c'était ensuite le mariage ce jour même. Et c'était une grande cérémonie, vous pouvez imaginer, avec une poire magique, avec une noix magique, avec un raisin magique qui faisait une musique merveilleuse. Et on dit que depuis ce temps, au Mont-Enclume, on entend. Si on a les bonnes oreilles bien ajustées, on peut entendre cette musique merveilleuse. Je peux vous le dire sans mentir, puisque moi j'y étais. Et c'est là que j'ai entendu cette histoire, et c'est là que j'ai entendu cette belle chanson. Sur une montagne dans un pays lointain, vivait une belle aux longs cheveux châtains. Puis un beau jour dans ce pays lointain, un troubadour, une guitare à la main, est arrivé en chantant ce refrain. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Comme ce prince de la pluie et du vent, je viens ma belle pour t'offrir ce chant. Daigne l'accueillir comme d'un amant, toi tu seras la rose de mon printemps, et nous chanterons en tout lieu, en tout temps, en tout temps. Si vous la connaissez. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. J'étais encore dans la chanson. En passant, notre petite caméraman là-bas, c'est Tania. C'est un étudiant qui s'en va en communication pour rejoindre notre équipe cet été pour prendre l'expérience. Fait que dites allô, Tania. Bonjour, Tania. Merci. Un étudiant qui prend sa fin de semaine pour venir nous aider. Il y a de l'espoir pour le futur. Notre prochain conteur, c'est Monsieur Michel. Michel va nous interpréter La lampe dans la fenêtre. Bienvenue, Michel. J'aime ça se faire appeler Monsieur Michel. Bonjour! Bonjour! Oui! Alors, oui, lumière dans la fenêtre. Alors, ça se passe en 1950. 1950, dans un petit village en Nouvelle-Écosse. Et c'est en plein dans le milieu de la saison de la pêche au homard, en mi-novembre. Oui, en mi-novembre, ils pêchent le homard en Nouvelle-Écosse. À Terre-Neuve, c'est au mois de mai, puis avril-mai. Mais Nouvelle-Écosse, en novembre. Il y a des tempêtes pendant ce temps-là. Mais disons là que on dit que les compteurs, ils prennent des images. Alors imaginez, là, vous voyez une maison, et puis dans la fenêtre de cette maison, il y a une lumière. C'est une lumière d'une lampe d'alcool, puis ça clignote un peu comme ça. Si on entre dans la maison, on voit sur une chaise berçante une dame qui tricote. Certain âge, une cinquantaine. Et puis, c'est Madeleine. Madeleine Leblanc.
Madeleine Leblond, c'est une mère de deux garçons, Robert et André. Et puis elle est veuve parce que son mari était pêcheur d'homards. Et puis malheureusement, durant une tempête du nord-est, qu'on appelle le Noret, qui veut dire nord-est, Noret, grande tempête, c'est là qu'il a perdu sa vie. On l'a retrouvé sur une plage. Et là, bien, il restait avec ses deux garçons. Et André, lui, a suivi son père en être pêcheur de homards. Et puis, oui, ça fait déjà 3 semaines qu'on n'a pas trouvé André, qui est parti encore dans une grande tempête nord-est. Et puis là, c'est la raison que la lampe d'alcool clignote comme ça dans la fenêtre. Parce qu'on dit que c'est comme un phare qui va ramener le péché perdu. Maintenant, Madeleine est fière, par exemple, oui, j'ai pas de mari, et puis j'ai perdu mon fils, mais il y a toujours Robert. Et Robert, lui, n'a pas choisi de suivre son père et son frère. Il est à l'université, et puis là, il est avec sa mère pour la fin de semaine. Et puis, le vent, le nord-est, vente dehors, une grande tempête. Comme Madeleine a dit, tout comme quand j'ai perdu mon fils, c'est tout comme quand j'ai perdu mon mari. Une grande tempête de nord-est. Et puis là, tout à coup, on entend la cloche de la chapelle. Et quand la cloche de la chapelle, c'est l'appel parce qu'il y a un naufrage, il y a un problème. Et là, tout le village se rassemble sur la plage. Et puis, André, c'est-à-dire Robert, descend les escaliers, puis il dit, Maman, il dit, la cloche sonne à la chapelle. Il faut aller voir, il faut voir si on a besoin de l'aide. Et puis, la mère dit, non, il ne va pas, je ne vais pas vivre encore cette expérience. Mais maman, il faut aller voir s'ils ont besoin d'aide. Alors, si tu ne viens pas, moi, j'y vais. Et là, oui. Elle l'a suivi sur la plage, où elle a rencontré Catherine Charette, dont son fils Jacques, justement, elle dit, oui, Madame Chose, Jacques, voilà, la barque est partie, il est un des rameurs. Et puis là, miséricorde, j'espère qu'il va revenir. Parce qu'il y a un chalutier qui s'est abîmé sur la montagne du Yab. Et puis là, ils sont partis avec la barque, 6 rameurs, pour aller sauver l'équipage. Et puis à part de ça, c'est des pêcheurs portugais. À part de ça. Puis là, bien, la barque est partie, puis là, avec tous les autos, avec les phares qui allument toute la scène, on voit la barque qui contourne le rocher du diable. Et puis là, on attend. On attend, et tout à coup, oui, il y en a un qui dit, ils reviennent, ils vont revenir, regarde. Et puis ils sont arrivés sur la plage, où là, il y en a 6 marins qui ont été sauvés, des Polonais, qui ont débarqué. Et puis là, Jacques est venu voir sa mère toute contente de l'embrasser. Et puis Jacques il dit, mais c'est pas fini. Il dit, c'est pas fini parce que il y a un marin qui est demeuré sur l'épave et puis il a refusé d'embarquer parce qu'il avait peur que s'il embarquait, qu'on chavirerait. Alors il faut aller le chercher, mais il manque un rameur. Et là, tout de suite, Robert a dit, c'est moi le Robert. Puis là, sa mère, Madeleine, a dit, mais non, tu peux pas faire ça, là.
Vas-y pas, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller. Vas-y pas. S'il vous plaît, puis là, la grippe, même pour l'empêcher. Et puis non, il dit, maman, il dit, il faut que j'y aille. Alors il est parti. Et puis là, il a lancé son May West, et puis il est embarqué. Et ils ont ramé, puis ils l'ont envoyé à la barque, et puis dans la houle, traverser la houle, et puis contourner le rocher du diable. Et puis là, on attendait. On attendait. Et tout à tout, il a crié. Oui, ils reviennent. Regarde. Et là, la barque s'en vient vers la plage, et puis elle accoste, et puis un grand gaillard descend de la barque, et là, il y a quelqu'un qui arrive avec une belle couverte. Il met une couverte, aussi Robert. Et Robert court vers sa mère, et sa mère l'embrasse. Père Vaillotte, t'as réussi, je suis tellement content. Mais Mom, il dit, attends, il dit, Mom, regarde. Et le grand gaillard qu'ils avaient sauvé s'avançait vers Robert et sa mère. Et puis là, il a enlevé sa couverture. C'était, regarde, Robert dit, c'est André. C'est André, Mom, c'est André. Et là, il a sauté dans ses bras. Et puis, après ça, il a expliqué que quand il a fait naufrage, c'est le chalutier polonais qui l'a sauvé. Même qu'il dit, voilà, viens. Il dit, c'est lui. Puis il y a un autre gaillard qui arrive. Il dit, ça c'est Agnew Polaski. Et c'est lui qui m'a sauvé la vie, moi. Et puis là, je ne voulais pas qu'il arrête la pêche au homard, puis perdre tout ce temps. J'ai demeuré avec eux autres, puis je les ai aidés. Et c'est la raison que ça fait 3 semaines que je suis là. Mais je suis de retour, maman. Je suis de retour. Et là, le gars s'est dirigé vers la maison. Et puis là, on a enlevé la lampe de la fenêtre. Pour dire qu'il était de retour. Et c'est la fin du soir. Il n'y a pas à dire, on est gâtés aujourd'hui. Chanteur, conteur, menteur. Non, pas menteur. Nous autres, les conteurs, on n'est pas menteurs. On embellit la vérité. Moi, je suis d'origine de la Gaspésie, puis souvent le monde se bat. Moi, j'ai perdu un poisson long de même. Moi, c'est jamais plus long que ça. Mais ça, c'est l'espace entre les 2 yeux. Fait que notre prochaine conteuse, ça me fait très plaisir de vous d'inviter Cécile Pagé. J'aime toujours la taquiner, l'appeler la doyenne du Cercle des conteurs. C'est vrai, elle l'est. Mais elle est dynamique. Cécile, elle va nous interpréter La vieille Twist et le trou du diable. Entendez-vous bien? Oui. Je suis trop proche du micro? Non. Bon, ben, il m'appelle la doyenne, c'est pas pour rien, là. Bon, ouais, 87 ans le 1er avril, là, fait que... J'ai 10 000 dans le corps, comme on dit. Vous allez peut-être trouver que mes contes sont un peu tout différents de tout ce que vous allez entendre. Parce que moi, les contes, j'ai fait moi-même. J'ai connu un quêteux quand j'étais haute comme ça. Puis il m'avait tellement fasciné, je l'appelais le génie de mon enfance. Quand je le voyais venir, là, je me cachais dans mon grenier, comme on dit, là. Parce que moi, mes contes, là, c'est la langue du patrimoine. Ça, c'est grâce à Dan Boudria et Jean-Marc Lalonde qui m'ont dit, il faut que tu écrives, puis il faut que tu continues, il faut garder cette tradition-là. Donc, j'ai mis ça dans mes bagages. J'espère que je ne vous écœurerai pas avec. J'ai écrit 2 livres. Le premier, c'est La petite rêveuse du grenier. Le deuxième, c'est Le retour du quêteux. C'est tous des contes. J'en ai forgé. Comme il dit, il ne faut pas être menteur, mais on en met un peu.
Mais le K2 m'a vraiment, vraiment inspiré. Ça, c'était... je m'étais promis de le remettre sur le chemin. Parce que ce K2-là, il partait du nord de l'Ontario, là. Puis il disait, là, je vais packager, là, je vais arrêter à Wendover, là. Ah là, je vais faire tout l'est de l'Ontario, je vais arrêter à Limoges, Castleman, Bourgette, puis je vais retourner en Abitibi. Hey, c'était quelque chose, ça. Parce que c'est les K2, puis les bonnes vieilles du village qui ont inventé les comptes. Ça, vous ne pouvez pas vous enlever ça. Parce que c'est eux autres qui arrivaient avec une histoire longue de même, puis quand ils partaient, ils étaient rendus longue de même. Pas vrai? Fait que donc, mon histoire, ça s'est passé à Saint-Pascal-Bellon, jusque c'est que je suis né sur le chemin du lac, qu'on appelle. Saint-Pascal, là, c'est pas bien long, hein? Vous ne pouvez pas vous écarter, à moins que vous preniez le bois. Là, le chemin du lac, il part à Pointe-Bourgette pour s'en aller, là, puis là, à la curve qu'on appelle, là, ça monte à Wendover. C'est pas bien loin d'ancien magasin, là, Fernand Lalonde, là. Il vendait du ballonné, lui, là. Hey, c'était bon dans ce temps-là. À ce temps, c'est du steak qu'on appelle. Et là, au pied de là, il y a une trail qu'on appelle, une montagne. Et ça, on va en voir parler tout à l'heure. Juste en bas, dans le curve, là, bien, il y avait une cabane. Puis là, imaginez-vous donc que c'était la maison de la vieille Tiouise. Bon, il l'appelait Tiouise, elle s'appelait Héloïse. Personne n'a jamais dit son nom. C'était Tiouise, tout. Ça, cette pauvre fille-là, là, ça a né dans la misère. Quand on parle de la misère, c'est la misère, là, la vraie gale qu'on appelle. Il n'y avait rien, comme on dit, absolument rien. La cabane n'était même pas insulée avec du papier, qu'on dirait bien. Fait que là, bien, pour commencer, ça prendait un père pas de main. Le père, là, ben, parlons-en. Oh, il avait mal au rein quand il a le temps de travailler. Quand il a le temps de faire des petits, par exemple, il ne sentait pas son mal. La pauvre femme, là, ben, il en a fait 13. Imaginez-vous donc, 13. Mais ces 13, là, il va en rester rien qu'une. La pauvre Tiouise. Ah ouais, il travaillait là-bas. Fait que les autres, mon vieux, ça crevait de faim. La pauvre vieille, elle faisait du manger quand elle faisait du lard et du gros pain. À part de ça, ça se couchait le ventre vite, puis c'est mort. Donc, je vous dis, la seule qui nous restait, là, c'était Tiouise. Puis la pauvre Tiouise, là, ben, imaginez-vous donc. Elle avait passé de malheur, là. À l'âge de 3 ans, ben, elle prend le débac en bas de son père, comme on dirait. Ben, elle s'est pété la tête, elle n'a jamais été capable de parler. Tout ce qu'elle faisait, elle grognait comme un cousson. Pauvre Tiouise. Ah ben, attendez un peu là. Moi, je suis une ramasseuse de cochonnerie. Et dans mon grenier, là, je pense que j'ai un portrait d'elle. Vous allez voir comment elle était pas jolie, la peau. Je ne sais pas si vous la voyez, là. Alors, regardez-moi ça, ce pauvre petit enfant du bon Dieu. Avec sa barouette. Ça, c'est ta Tiouise. Imaginez-vous donc. Bon, ben, là, je vais vous en parler. Vous êtes sûr que vous voulez l'entendre parler de Tiouise? Bon. OK. Ben là, elle a parlé de bois. Elle a ramassé des écorces puis du bois. Dans la seule manière qu'elle connaissait pour survivre, la pauvre. Bon, il y avait du monde qui venait du manger au perron, là. Mais il n'a jamais rien qui a osé rentrer dans la maison. Jamais. Fait que là, ben, elle ramassait du bois, là, puis... Mais qu'est-ce qu'elle avait, là? Elle avait sa sacrée barouette, là. Puis là, tournant l'entour de la maison. Oh, je ne demande moi pas comment tour qu'elle faisait. Mais des fois, là, elle était assez tout petit quand on va endormir dans sa barouette. Ah ben, le monde, là. Il n'y a pas un piqué, la pauvre Tiouise. Mais là, qu'est-ce qui était? C'est que elle, là, elle connaissait bien autour de la place. Personne n'osait mettre son nez dans ses affaires. Comme je vous ai dit, là, dans le curve, là, pour se faire dans la longue, bien, il y a un trail, là. Là, ce trail-là, tu montes, puis il y a une montagne. Vous ne saviez pas ça, là, vous autres? Ah, vous êtes sûr que je veux que je continue, ça? Oui. Ah ouais, OK. Bien, là, il y a une montagne. Puis il paraîtrait qu'il y a le trou du diable. Il y en a qui ont appelé ça le trou de la fée. Moi, j'ai entendu parler de ça quand j'étais petite, mais j'ai jamais... Le père chez nous n'aurait jamais voulu que j'aille là. Mais pas un pied là, parce qu'il va être arrivé à l'heure.
Mais il y en a des jeunes, là. Et je vous dis qu'il y en a une gang, là, qui allait là le soir, là. Puis là, ils crochaient des roches là-dedans. Ben, créez-moi pas, là, ça ne s'est pas démontré. T'entendais même pas la roche tomber le fond. Pour moi, ça s'en allait des pays, je ne sais pas. Mais imaginez-vous donc. Elle, là, la vieille Tiouise, là, elle s'est dit, ah, mais il y en a bien de ces jeunes-là qui sont jamais revenus. Ça a craint qu'on tombé dans le trou. Les parents les avaient bien avertis. Tout bas, ils n'écoutaient pas. Mais Tiouise, elle a fait son tour. Ah, mon tête, sa barouette. Sa barouette en haut de la côte. La vie dans la barouette, ses roches, puis ses branches. Elle entendait des petits sons. Toum, 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 toum. Elle était contente. Ça, là, pauvre Tiouise, croyez-moi, mais croyez-moi pas. Elle a vécu jusqu'à 40 ans. Malgré toute cette misère-là, cette pauvre elle. Mais là, le vieux, là, ben, il était mort à avoir à peu près 16 ans. Ben, savez-vous du qu'est-ce qu'il est mort? Ben, lui, il trinquait là, du moonshine. Ben, pareil, là, qu'il n'avait pas une coupe de gorgée, quand ils l'ont trouvé, il avait la langue toute en morceaux. Parce que c'est fort, ce stuff-là, hein? Fait que là, ben, la vieille, elle se trouvait bien débarrassée. Mais là, elle, la vieille, là, elle a travaillé un choix. Mais que bonjour, ils l'ont trouvée morte. Elle était gelée au mois de novembre. Bon, c'était mieux pour elle, elle n'a pas eu à passer l'hiver et le fret, comme on a raison. Et là, ma pauvre petite, oui, celle-là, là, elle continue à vivre. Elle vivait. Mais là, ça a rendu, dans cette année-là, on était rendu à la Toussaint. Ça fait des morts, qu'on appelle, là. Fait que là, Tiouise, dans sa tête, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, là, c'est tout ce que c'est qu'ils m'ont conté, là. Là, elle n'a pas dit que j'ai inventé des menteries, là. Ça, c'est ce que j'ai entendu compter, là. OK, là? Là, elle est partie. Puis on avait son voisin, bonhomme galant. Le bonhomme galant, là, ben, j'en parle dans mon livre. Ça, c'était Séraphin, ça n'avait pas de mot à dire de bon sens, c'était pire que Séraphin Poudrier. Moi, il y avait déjà sacré le Tieteux en bas de la galerie. Il n'a pas donné sa pitance, qu'il disait. Ah, mais le Tieteux, il avait sacré un maudissard. Il avait donné la mamite aux vaches. Mandez à Racine, il va vous le dire, c'est possible la mamite des vaches. Tout son troupeau est mort. Je te dis que l'année suivante, oui, il avait été smart avec le Tieteux, là. Mais il était peine de corne. Bon, juste qu'il était peine de corne. Fait que là, la Tiouise, elle avait remarqué quelque chose. Elle s'en va dans sa shed avec sa barouette. Elle t'a ramassé un paquet d'affaires. Pour elle, c'était des bâtons, des branches, quoi. Que dans sa tête, je ne sais pas ce qu'elle pensait. Mais là, c'est quand le vieux galant l'a vu sortir de sa shed avec ça. Oh, il ne s'enclaira pas, là, elle, là. Imagine-toi donc, il était 20 de ces gros chiens, ça avait des ours. Il te l'a snippé après. Mais croyez-moi pas, là. Ben, le chien sacré son camp, il avait peur. Fait que là, ben, Tiouise, après la barouette, elle a rendu au soir, prend sa barouette, monte la côte. Là, t'entendais ça, les cours, tu comprends? Elle monte en haut, elle se met en l'air du trou. Ah là, vous voulez que je continue? Oui. Préparez-vous, là. Oui. Ça sent bien grave. Elle prend la barouette, puis elle la revire à l'envers. Pouvez-vous vous imaginer? Bam! Bam! Pouf, les étincelles. Ah oui, donc le job en pote. La terre a tremblé, ça a tremblé jusqu'à Wendover, jusqu'à Castleman. Imaginez-vous donc. Là, vous auriez dû voir la boucane. Mais saviez-vous que c'est qui avait mis dans la barouette, là? Ben là, le galant, là, il s'était ramassé des bâtons de dynamite. Il voulait faire sauter des roches parce qu'il était après faire de la terre neuve. Imagine-moi. Ah là, c'est pas fini. Là, la Tiouise, là, ben, boum, imagine-toi là. Elle a monté dans le ciel, là. Ben, ils avaient entendu parler dernièrement, là. Les ballons, là, qui se promènent, ça vient de la Chine, là. Bon, ben, c'est pas en Chine qui a inventé ça, là. Pas vrai. Pas vrai, c'est pas en Chine. C'est Tiouise qui a inventé ça. Là, sa robe, là, comme vous avez vu, là. Regardez-moi ça, là. Ça n'a pas fait comme un ballon. Puis là, ça a flotté dans les airs, là. Pouf, puis pouf, puis pouf, puis pouf. Tout à coup, pouf. Il n'y avait pas besoin d'aéroplane pour tirer là-dessus. Ah, ça a créé le cadre dans le trou. Ils ont cherché à retrouver Tiouise. La barouette est restée là, on peut toujours aller la chercher. Mais
Une affaire, c'est pour vous dire que, dans ce temps-là, elle était peut-être pas trop smart, mais elle était assez smart pour inventer quelque chose. Fait que là, pour finir mon compte, je pensais à quelque chose. Donc, il y a une gang de compteurs, là, c'est temps. Ben, ceux qui vont être assez bloqués, là, parce qu'on compte une fois par mois, pas vrai? Puis que si vous diriez qu'on montrait sa compte à Pascal, là? Qui c'est qui est assez bien pour me suivre, là? Puis on va aller voir ça, là. Puis on peut-tu compter ce soir? Ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont lever la main. Il y a toute une gang de peureux. Ben, je vous laisse à y penser, là. Puis vous m'en reparlerez. Ça fait-tu votre affaire, ça? Bon, ben là, mon compte vient de sacrer le camp dans le trou. Merci beaucoup.